Je n'avais aucun facteur de risque. J'ai travaillé dehors, pour ainsi dire, tous les jours depuis, heu, 30 ans. J'étais jamais malade. J'ai fait le premier vaccin Pfizer le 10 mai 2021, heu, en le prenant à la légère, c'est vrai. J'ai pris ça comme un tétanos où j'avais d'autres choses à gérer, notamment gérer encore du personnel, gérer mon entreprise. J'étais paysagiste. Heu, j'ai fait cette injection et le lendemain, j'ai commencé à avoir des picotements dans les mains, des picotements dans les pieds. J'étais fatigué comme je n'ai jamais été de ma vie. J'étais mais épuisé. Je me traînais. Donc c'est vraiment ce qui s'appelle de l'asthénie, en fait. Et alors le 10 mai, 2021, donc là j'étais vacciné et là le 24 mai, j'ai fait un premier infarctus, ici dans mon jardin. Là, directement, j'ai relativement bien réagi. Bon, d'abord, j'ai encore fait mon service militaire. Je faisais partie de la défense des aérodromes en Belgique, donc j'avais fait une formation de secourisme. Et puis j'ai un beau-frère qui était instrumentiste en salle d'op. Je lui ai directement téléphoné, je lui ai expliqué mes symptômes, j'avais mal dans la mâchoire, j'avais mal au cœur, j'étais vraiment oppressé. Et donc, je me suis dit: «Je fais un infart» et c'est ce qui m'a confirmé. Il m'a dit: «Tu vas à l'hôpital le plus vite possible». Là, j'ai rentré mes chiens et je suis parti à pied en direction de chez ma maman, que j'ai réussi à toucher au téléphone entre-temps. Elle est venue me chercher. À l'époque, elle avait 74 ans. Elle est venue me chercher, elle m'a conduit à l'hôpital le plus proche. Et là, en fait, j'étais occupé à mourir. Donc, ça fait très, 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 très mal. J'ai vraiment eu mal comme j'ai jamais eu de ma vie. Là, ils ont tout de suite fait des examens. Mes troponines étaient au plafond. Et donc, ils m'ont dit: «Vous faites un infart», effectivement. Ils m'ont donné du C2K pour avoir un peu moins mal. Et ils ont appelé une équipe qui s'appelle un corona team chez eux et qui a fait une coronographie, puis une pose d'un premier stent. Et en fait, à l'époque, donc j'avais une artère bouchée à 100%, une artère bouchée à 70% et la troisième, ça allait. En salle d'op, j'étais mort. En fait, j'ai vu cette espèce de lumière blanche. J'entendais les voix autour de moi. J'ai pensé à des jeux chez mes cousins, et chez mes grands-parents quand j'étais enfant. Ils ont passé le ballonnet, le sang est repassé et je suis revenu. Et depuis lors, j'essaye de comprendre ce qui se passe. J'ai d'abord essayé de comprendre ce qui se passait, puis j'ai commencé à alerter une fois que j'ai compris ce qui se passait. Alors, il faut savoir que j'ai fait 3 ans de biologie poussée, en secondaire, puis j'ai fait 1 an de médecine. Donc j'essayais de comprendre ce qui arrivait. Donc voilà. Alors le lendemain de cette intervention, chirurgicale, si on peut dire, la pose de stent et de cette coronographie, ils sont venus me trouver. Il se fait que c'était un grand hôpital universitaire belge. Et ils sont venus me demander pour être dans une étude avec des sportifs de haut niveau, des gens qui, comme moi, n'avaient aucun facteur de risque et des gens qui, dans le cadre du Covid, avaient fait des infarcts. Moi, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait, j'étais un peu naïf à l'époque. J'ai accepté, mais comme j'ai une formation scientifique, je notais tout ce qui m'arrivait. Donc j'ai noté tous les symptômes, j'ai essayé de comprendre ce qui arrivait, etc. C'est là que j'ai commencé à leur parler de thrombocytopénie. Voilà. Et alors, donc dans cette étude, donc on faisait un premier examen en laboratoire, on prenait toutes sortes de paramètres et puis on faisait 3 séances de revalidation par semaine pendant plusieurs mois pour voir comment je récupérais. À l'époque, on était toujours en période Covid, donc c'était en mai 2021, et après, enfin, et les mois suivants. Et là, je me suis rendu compte qu'en revalidation, le profil des gens n'était pas normal. C'est-à-dire qu'il y avait des gens jeunes qui, à première vue, en tout cas de manière visuelle, n'avaient pas spécialement de comorbidité, etc. Et je me suis dit, c'est curieux. Et là, j'ai commencé à poser des questions et je sentais bien que je dérangeais. On me répondait de manière évasive, voire même on se moquait un peu de moi parce que j'expliquais, écoutez, je fais thrombocytopénie. Donc, dans leur esprit, j'étais pas médecin, je m'occupais de choses qui ne me regardaient pas et c'était eux les professionnels, quoi. Limite en se foutant de ma gueule. Ce que j'appréciais moyennement. Donc là-dessus, je commence à me renseigner et sur les réseaux, notamment Telegram, Signal, etc. Je suis en contact avec d'autres médecins, notamment j'ai vu des publications d'Astrid Stuckelberger. J'ai un ami qui est pilote d'hélico en Suisse qui connaît la famille d'Astrid aussi. Et Astrid Stuckelberger m'a expliqué ce qui se passait et elle m'a dit de faire la suramine moi-même. Donc j'ai fait la suramine moi-même en récolté des aiguilles de pin sylvestre, c'est quelque chose que je connaissais pendant facilement 4 à 5 mois. Donc je me suis soigné avec de la suramine. Je me suis soigné suite à l'avis du docteur Beckart ici en Belgique avec de la vitamine C à haute dose. Donc je prenais entre 15 et 20 grammes les premiers jours. Et on sentait vraiment, j'avais le sentiment que quelque chose se développait dans mon corps. J'avais des douleurs qui bougeaient, j'avais mal partout. J'avais mal au dos, j'avais mal aux poumons, j'avais beaucoup de névralgie d'Arnold. J'avais mal partout.
Et là, en prenant les compléments qu'on m'a expliqué de prendre, ça commençait à aller mieux. J'explique tout ça à la cardiologue à l'hôpital, qui est entre-temps, j'avais discuté avec elle entre quatre yeux. Elle m'avait expliqué qu'elle était veuve avec deux gosses, donc à mon avis, elle est un petit peu tenue. Et je lui avais tout expliqué, je lui ai envoyé des liens vers justement ces groupes de médecins qui alertaient, etc. Et donc, en octobre 2021, je suis à l'hôpital, je suis occupé à pédaler, donc, et mon cerveau me dit pédale, et mes jambes ne veulent plus bouger. Donc, un autre médecin belge, Michel Bureau, m'a expliqué que pour lui, j'avais probablement fait un caillot, et que c'est pour ça que je savais plus bouger mes jambes, en fait. Là, ils m'ont mis sur le côté, ma tension était au plafond. Ils appellent la cardiologue, sinon j'étais toujours à l'hôpital. Hein. Elle me demande si elle peut faire venir un assistant. Et quelques jours avant, j'avais expliqué tout ce que je viens de vous dire. Hein. Et moi, j'accepte. J'avais encore confiance en ces gens. Et là, j'explique que je me soigne avec de l'ivermectine, que j'exige de l'ivermectine en plus, que je prends de la vitamine C au dos, enfin toute la liste des compléments. J'explique plein de choses. Je lui demande d'éventuellement aller voir avec moi certaines personnes que j'ai alertées, ce qu'elle a refusé, pour expliquer ce qui se passait. Et donc, 3 jours après, j'ai eu un rapport de suspicion de paranoïa, crise de démence, validé par l'expert du gouvernement belge, Mark Van Ranst. Donc bon, ce gars est virologue et travaille dans cet hôpital-là, mais c'est hallucinant. J'explique des choses qui aujourd'hui s'avèrent tout à fait vraies. Je prends des choses qui aident, parce qu'en fait, c'est dit partout que l'ivermectine soigne, que la vitamine D soigne, que la vitamine C soigne, etc. Et donc, voilà. Et oui, il faut savoir aussi, en fait, j'ai fait 2 infarcts, parce qu'en fait, 10 jours après mon premier infarct, j'ai fait un deuxième infarct, j'étais pas bien, on m'avait reconduit à l'hôpital, et je faisais un deuxième infarct, mais comme j'allais avoir un deuxième stent une semaine après, ils ont rien fait, ils ont dit prenez bien vos anticoagulants, et on l'a vu en fait sur le rapport médical qui a été analysé par le docteur Bouillon, m'a dit mais tu faisais un deuxième infarct, ils m'ont dit rentrez chez vous, reposez-vous, et le pire du tout, c'est qu'à ce moment-là, quand j'étais à l'hôpital, à ce moment-là, donc c'était le 13 octobre, le 13 juin. Le 14, j'ai eu ma deuxième dose parce qu'ils m'ont dit il faut faire votre deuxième dose. Donc c'est une erreur, pour moi c'est une erreur médicale parce qu'en fait j'ai fait des effets secondaires, notamment probablement des caillots, des problèmes d'agrégation plaquettaire qui ont provoqué le premier infarct. Et 15 jours après, ça recommençait et ils m'ont dit faites votre deuxième dose. Donc en tout, j'ai eu 2 doses. Et il faut se rendre compte que c'est vrai que je regrette, j'ai fait une connerie en le faisant, mais j'étais tellement dans le gaz. Il faut se rendre compte que après mon premier infarct, je savais plus monter un escalier. Je savais vraiment, c'est une catastrophe. Et donc en fait, depuis maintenant, ça fait 4 ans, j'essaie de récupérer tout doucement en prenant l'ivermectine, en bloquant les inflammations avec du Medrol. Je suis énormément aidé par le docteur Yves Couvreur, qui est un anatomopathologiste, qui m'aide énormément. Et donc j'essaie d'aller mieux. Mais à l'heure actuelle, j'ai toujours des douleurs au corps. J'ai des douleurs au cœur récurrentes tous les jours, voire presque tous les jours. J'ai des pointes au cœur en ne faisant rien. Tout d'un coup, j'ai une pointe. Et alors, à l'effort, c'est une catastrophe. Dès que j'exagère un tout petit peu, j'ai mal au cœur. Je suis plein d'anticoagulants. Donc, dès que je me blesse, je saigne que c'est pas possible. Donc, j'avais un métier où j'utilisais des tronçonneuses, des taillées, etc. Donc, ça, c'est impossible pour moi. Et j'ai aussi tout le temps des inflammations qui vont de la névralgie d'Arnold, des douleurs dans le dos, des douleurs au poumon, et ça bouge, en fait. En fait, quand c'est fini d'un côté, ça commence ailleurs. Et ça bouge tout le temps. Donc, en fait, comme la plupart des études le disent à l'heure actuelle, c'est pro-thrombotique, ça fait des caillots, donc AVC, thrombose, embolie, etc. Et c'est pro-inflammatoire, donc ça crée des douleurs. Les hôpitaux ont été agrandis avant cette saloperie d'histoire de Covid. Les hôpitaux en Belgique sont devenus énormes. Les crématoriums, on les a agrandis aussi, comme par hasard. Je sais pas si c'est lié, mais comme par hasard, ces hôpitaux sont énormes, donc ils font du business. Et qu'est-ce qu'ils font pour les gens qui ont mal au dos? Mais ils opèrent. Le nombre de gens à qui on change une hanche pour le moment et à qui on opère le dos, c'est partout, tout le temps. Et en fait, c'est des inflammations, parce que cette saloperie est pro-inflammatoire. Donc, ce que je pense qu'il faut faire, c'est bloquer la spike au niveau des intestins, et puis éviter que des inflammations ne deviennent trop importantes, notamment avec le Medrol, ou bien le bourgeon de cassis, ou des choses qui permettent d'arrêter les inflammations, donc comme le glutathion qui est produit par le foie,
On peut aussi prendre du NAC, donc du N-acétylcystéine, qui va faire en sorte que le foie produise du glutathion. Donc tout ça, c'est des choses qui permettent de désenflammer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'intervalle donc du malaise où j'ai eu ce rapport de suspicion de paranoïa et mes 2 affaires, ça j'étais pas bien. Et puis j'ai continué à chercher. Et alors en 2022, j'étais chez le professeur Koenig à Magdebourg, donc le labo MMD, qui travaille avec le médecin allemand Sucharit Bhakdi, qui alerte partout, notamment avec les problèmes des nanoparticules lipidiques, etc. Et là, j'avais encore des taux de protéines spike dans le sang qui étaient tout à fait énormes, qui étaient tout à fait anormaux, parce que vraiment, on doit en avoir pendant quelques jours, mais moi, j'avais des taux vraiment très importants. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que j'étais aux environs de 280, mais je connais pas l'unité. C'était très important. Donc ça, c'est des preuves aussi que j'utilise au tribunal, parce que je suis partie civile avec Frédéric Baldan à Liège, dans la plainte contre Pfizer et contre Ursula von der Leyen. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir. Donc cette protéine spike reste, continue à être produite, crée des inflammations. Voilà. Et puis j'étais en Suisse aussi, chez Jacques Boer, ces vidéos sont sur YouTube, où là on a vu dans mon sang, il y avait énormément de parasites, notamment de la Borrelia. La Borrelia, c'est ce qui provoque la maladie de Lyme, que je soigne avec notamment des terpènes pour essayer de limiter un maximum. Je pense que s'il y en a un petit peu, c'est possible qu'il y en ait un peu dans le corps, mais pas en excès. Et là, j'en avais vraiment, vraiment beaucoup. Et on voit donc dans ces analyses de sang, entre guillemets, vivants, on voit les parasites et on voit clairement la Borrelia, on voit les globules blancs qui chopent ces parasites. C'est vraiment très impressionnant. Et Jacques Boer m'a beaucoup aidé, notamment par ses soins. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le parcours du combattant que j'ai fait. Tout ça à mes propres frais. Je prenais ma bagnole, je roulais jusqu'en Suisse. J'étais avec Anne-Marie Him qui m'a bien aidé, qui est celle qui m'a présenté à Jacques Boer. Et j'essaye de comprendre ce qui m'arrive et d'aller mieux. Et maintenant, ça fait moi maintenant presque, oui, ça fait plus de 4 ans. J'ai toujours des symptômes, j'ai toujours des coups de pompe à certains moments de la journée, et j'ai toujours, c'est surtout ces douleurs au cœur. Ça, c'est emmerdant parce qu'en fait, on a toujours peur que ça recommence. En fait, c'est surtout ça. C'est un peu une épée de Damoclès, quoi. Donc voilà. Une personne qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le docteur Agré, qui dès le départ, lors de mes premières interviews, notamment pour Keros en Belgique et pour BAM, a décelé que j'étais probablement en choc post-traumatique par rapport à ce que j'avais fait, et qui a demandé que je le contacte, ce que j'ai fait, et lui m'a conseillé de faire de l'EMDR. J'ai fait 3 séances de MDR, parce que pour lui, j'étais en choc post-traumatique, en plus, parce qu'il faut encaisser, ce que j'ai encaissé aussi, hein. Je fais mon possible, j'essaie d'alerter partout, et on me fait passer pour cinglé. Il faut savoir aussi qu'après ce malaise, donc en octobre, j'ai prévenu en très haut lieu, parce que de par mon métier, j'ai entretenu des propriétés de personnes importantes en Belgique. Il y a des gens de ma famille qui sont proches de personnes importantes en Belgique. Je les ai alertés. Ces gens ont fait leur job, ils ont alerté encore plus haut, et on a reçu des mails en retour qui demandent de ne pas impliquer certaines personnes. Alors, comme je ne suis pas suicidaire, ces mails sont en bonne main chez différentes personnes en Europe et aux États-Unis pour me protéger, et s'il m'arrive quoi que ce soit, ces emails sortiront. Donc les gens qui ont demandé à ne pas être impliqués ou qui m'ont bloqué lorsque je les ai traités de complices de génocide, parce qu'ils n'intervenaient pas alors qu'ils avaient la possibilité d'intervenir pour arrêter ces poisons, eh ben voilà, donc un jour vous assumerez, mais voilà. Puis je peux encore donner d'autres informations, ben voilà. On a rencontré beaucoup de gens pendant ce voyage en France qui nous ont dit avoir la même expérience que vous avec le corps médical. On les traitait de fous. On leur disait que c'était dans leur tête, que les symptômes étaient psychosomatiques, pas de réelle implication du vaccin. Ça a été votre cas. Apparemment, on vous a ostracisé un peu. Oui, on vous a même menacé de psychiatrie. Ah oui, bah on m'a sorti un rapport suspicion de paranoïa, crise de démence. Oui, moi j'appelle ça, oui, c'est limite une menace, oui. Enfin, autrement, je peux aussi dire aussi, dès que j'ai eu ce rapport-là, j'ai plus jamais foutu mes pieds là-bas. Ils m'ont recontacté parce qu'ils ont leur étude, bah, ils ont un client en moins, évidemment, parce que moi je dis allez vous faire foutre. Ils peuvent se faire foutre pour tout, et si je peux avoir leur peau, j'aurai leur peau. C'est une image, évidemment, hein, c'est pas une menace réelle, hein, c'est une image. Donc voilà. Voilà. Plus globalement, comment le corps médical a réagi selon vous? Est-ce qu'il a été à la hauteur? Est-ce qu'ils ont été à l'écoute en essayant de soulager vos douleurs? Ou est-ce qu'ils ont essayé de se débarrasser de vous? Comment vous jugez l'éthique et l'efficacité du corps médical? Mais c'est-à-dire que le corps médical, dans un premier temps, m'a sauvé.
Mais je suis arrivé là, on savait pas, et puis ils savaient pas ce que j'avais dans ma tête, donc on m'a sauvé comme un, entre guillemets, un client lambda. Après coup, une fois que j'ai commencé à ouvrir ma gueule et à devenir un peu plus méchant, c'est clair qu'il semble que je dérangeais. Et bon, après, j'ai plus foutu mes pieds là-bas. Je vais même vous dire qu'à un moment donné, je suis retourné là-bas, j'ai demandé à un pote de m'accompagner parce que j'étais pas du tout à l'aise, hein. Donc, on est dans un hôpital, on sait quand on rentre, on sait pas comment on sort. Voilà, ça c'est une chose. Et puis après ça, j'ai été en contact avec d'autres médecins qui sont des médecins éveillés, et ces gens-là me soignent très bien. Ces gens-là n'ont rien caché du tout. J'ai un rapport d'un cardiologue qui dit que c'est dû que mes problèmes, en tout cas cardiaques, sont dus au vaccin. Et j'ai un rapport d'un anatomopathologiste qui décrit tout le mécanisme dont j'ai été victime dans le cadre de ces injections, quoi. Voilà. Donc, l'expérience est plutôt positive. En tant que physiquement, pas du tout. Là, franchement, c'est une épée de Damoclès. Je vous ne cache pas que c'est un truc qui m'inquiète. J'ai toujours des effets secondaires. Je suis considéré par la mutuelle comme handicapé à plus de 66% à cause des séquelles que j'ai. Voilà. Pour le restant, ben, on verra bien. Là, j'essaie de continuer à me soigner. Je fais tout ce que je peux pour essayer de récupérer au mieux. Je suis très fâché. Je suis très fâché par rapport aux gens que j'ai avertis. Voilà. Et bon, pour le moment, on verra bien. Vous avez parlé de la mutuelle et de votre handicap à 66%. Ouais. Euh, Comment les autorités belges, selon vous, ont pris en charge euh, les effets secondaires? Ben, ce que moi je demande surtout, en fait, par rapport à moi, c'est que, à cause de ça, je sais plus travailler parce que mon sang est comme de l'eau, j'ai toujours des séquelles au niveau cardiaque, j'ai toujours des douleurs au cœur, mais surtout, j'ai perdu tous mes clients. J'ai eu, après les injections, j'avais des pertes de mémoire, je voyais des troubles. Ça, j'ai un rapport d'un ophtalmologue. Je faisais une sclérose cristallinelle. Il y en a eu aussi. Je voyais troubles. En fait, je vois troubles. C'est dû à des inflammations, peut-être du type encéphalomyélite myalgique. Mais c'est des inflammations. Donc, ça reste des inflammations au cerveau. Elles peuvent être dans le corps, mais elles peuvent être au cerveau aussi. Donc, c'est toujours le même principe. C'est toujours le même genre de choses. Et quand, roulez en voiture, arrêtez-vous à un feu rouge, dans une ville ou un village. Regardez la démarche des gens. Les gens boitent. Il y a de plus en plus de gens avec des déambulateurs. Ça crée des inflammations qui, pour moi, si elles ne sont pas arrêtées, empirent et on passe dans du neurodégénératif ou de l'auto-immun. Ça, c'est un avis personnel que j'ai. C'est une analyse que moi j'ai faite. Je suis pas médecin, mais j'ai quand même une formation scientifique à la base. Il suffit d'ouvrir les yeux. Regardez autour de vous. Regardez dans vos villages les décès. Ici, dans le village, il y a un gars, il est mort en 15 jours d'un glioblastome. Il y en a réguliers, les AVC ici après les injections, les problèmes cardiaques, les AVC, il y en a plusieurs. Moi, je peux vous faire ici dans le village une liste de gens qui, pour moi, sont décédés du vaccin. Il n'y a pas eu d'autopsie, on n'aura jamais de preuves, et paix à leur âme, ils ont été incinérés ou ils sont enterrés, voilà. Mais ça arrive, et les gens n'ouvrent pas les yeux. Ça, c'est le gros problème. Donc voilà. Voilà, donc moi ce que j'espère, c'est d'abord sauver ma peau, récupérer un maximum, essayer de vivre le mieux possible en ayant le moins mal possible. C'est surtout ça, c'est toutes ces inflammations. Et puis le problème, c'est que je prends quand même régulièrement de l'ivermectine, régulièrement du Medrol. C'est bon en temps, mais je voudrais quand même pouvoir à un moment donné espacer les doses et essayer que ça aille un petit peu mieux, quoi. Donc voilà, voilà. Et là, c'est toute cette expérience que vous avez vue avec le corps médical. Et au niveau familial, amical, comment a été l'expérience avec vos amis? Est-ce qu'il y a eu du soutien? Est-ce qu'il y a eu de la compréhension? Comment ça Mais s'est passé? écoutez, je vous dis honnêtement, j'ai envoyé des emails à peu près, je crois, 300 clients et amis en expliquant ce qui se passait. Je crois que j'ai encore des contacts avec 2 personnes. Et là-dedans, il y a des gens très, très importants en Belgique, des industriels, des gens, mais vraiment importants. Il y a des gens qui, là-dedans, ont eu 3 doses. Il y a une cliente qui m'a dit, écoute, Pierre, j'ai eu 3 doses, j'ai mis des dimères 900. Elle se pose des questions. Mais à part ça, c'est tout. Je n'existe plus. Voilà. Je sais rien dire de plus. Alors que moi, j'ai fait mon job, j'essaye d'alerter les gens, j'essaye dans la mesure du possible de sauver des gens. Mais non,
Maintenant, mais au bout de 4 ans, ça commence à revenir. Ah, ma maman a un cancer. Ah, si. Maintenant, ça commence à bouger. Et je sais par expérience, parce que j'entends parler sur moi. Au début, ils m'ont pris pour un allumé. Ils m'ont pris pour un cinglé complet. Et maintenant, tout compte fait. Ah ouais, tout compte fait, t'avais peut-être pas tort. C'est les bruits qui me reviennent. On me le dit jamais en face, hein, mais c'est les échos que j'ai. Donc voilà, on verra bien. Moi, ce que je demande aux gens, c'est d'aller voir sur X tout qui est écrit par le professeur Martin Zizi, qui est un ancien militaire belge, qui est l'ancien conseiller militaire du gouvernement belge jusqu'en 2017. Comme par hasard, ils l'ont dégagé en 2017 pour mettre d'autres personnes nettement, entre guillemets, valables à la place. Comme par hasard, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tenus par les couilles en Belgique. Ok, voilà. Et donc, allez voir Martin Azizi et allez voir sa très très bonne interview sur bonsens.org aussi, où il alerte sur tous les effets secondaires et tout ce que ces saloperies peuvent provoquer. C'est très clair. Allez voir ça, ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce que vos proches ont comme symptômes, etc. C'est très très important. Voilà. Ça, c'est déjà une base. Dans votre entourage proche, quand vous avez commencé à ressentir les symptômes, est-ce que vous avez eu un soutien? Oui, c'est ça. Donc, mes proches m'ont tous soutenu, mes enfants ont tout de suite compris et ils ont malheureusement eu 2 doses, ma compagne aussi, mais c'est terminé, c'est poison, c'est terminé. Et on fera tout pour alerter les autres citoyens et essayer de sauver un maximum de monde de ces saloperies. Et comment, selon vous, l'État euh, se comporte vis-à-vis des personnes qui ont subi des effets secondaires? Est-ce qu'il y a une reconnaissance? Ah ben voilà, ben là au niveau de la reconnaissance, je suis très fâché. J'ai déposé 5 plaintes en tout, en mon nom propre et en tant qu'administrateur de mon ancienne société, donc je ne suis plus administrateur. Parce que, il y a un manque à gagner énorme, notamment pour la société. Et pour moi, j'aurais encore dû travailler, j'avais 49 ans, j'aurais dû travailler encore 18 ans. Donc c'est un manque à gagner énorme. Je me retrouve sur la mutuelle comme handicapé, c'est pas du tout les mêmes revenus que ce que j'avais avant. J'ai perdu tous mes clients. Je connaissais plusieurs centaines de noms de plantes. Donc le nom plus la variété en latin, j'ai pour ainsi dire tout oublié. Donc ça, dans mon boulot, c'est une catastrophe, parce que moi, les plantes, je les connaissais vraiment bien. Donc ça, c'est des choses qui sont pas rattrapables, je dirais. Donc ça, c'est très important. Donc ce que moi, je demande, c'est reconnaissance de ces effets secondaires. 2, une indemnisation conséquente, proportionnellement, je dirais, au dol et à ce que ça a provoqué comme dégâts, non seulement physiquement, mais aussi économiquement parlant. Ça, c'est la priorité. Alors, ils ont peut-être été abusés par des lobbies, ils ont peut-être accepté certaines choses trop vite. Ok, mais alors qu'ils ne continuent pas à s'enfoncer, qu'ils reconnaissent et qu'ils indemnisent, et ça se passera bien. Parce qu'avec ce qui est occupé à se passer, mais ils vont avoir un gros problème avec 90% de la population à un moment donné, parce que les gens commencent à ouvrir les yeux. Ça fait long, ça fait 4 ans, mais de plus en plus de gens se rendent compte de ce qui se passe, et je pense qu'à un moment donné, ça va leur péter dans la tronche. D'ailleurs, je ne demande que ça. Mais il est vraiment temps qu'il fasse quelque chose, parce que ça va mal finir. Le jour où il y a quelqu'un qui aura perdu un proche qui va attraper un politique et qui va le pendre à un panneau d'autoroute, ben les autres vont commencer à avoir peur. Et c'est ce qui risque d'arriver. Donc voilà, à eux de prendre leur responsabilité. Qu'est-ce que cette expérience vous a enseigné sur l'être humain? Moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai plus aucune confiance. Et jusqu'à la fin de ma vie, je vais saboter, boycotter, désobéir et ouvrir les yeux des concitoyens. Même les policiers. À chaque manif, je vais trouver les policiers avec des médecins, on leur explique. À chaque militaire, même chose, on va leur expliquer. Parce que ici, en Belgique, les militaires ont été abusés. Il y avait les listes des non-vaccinés dans les couloirs. Ok ? Les policiers, je connais assez bien de policiers, ils se rendent tous compte de ce qui se passe. J'ai encore discuté à l'ordre des médecins récemment, lors d'une manif avec des policiers. Ils m'ont dit, on a des collègues qui ont des effets secondaires. Après les injections, ils avaient des médecins légistes régulièrement dans les bureaux parce qu'il y avait on trouvait des gens morts chez eux. Encore il y a 2 mois, il y a la maman d'un copain qui a été trouvée décédée dans son lit le matin, comme ça. Elle avait rien, on l'a trouvée le matin. Et il y en a plein chaque semaine. Tout le temps, ça n'arrête pas. Ouvrez vos Facebook, regardez les faire-part de décès, regardez la moyenne d'âge. C'est hallucinant. AVC, thrombose, cancer turbo, maladie auto-immune. Regardez l'âge des gens. C'est pas normal. Voilà.
Est-ce que le Pierre d'aujourd'hui dirait au Pierre d'avant le vaccin Covid? Bon, ben, continue dans la logique où tu étais déjà avant, et malheureusement, ben, j'ai voulu temporiser parce qu'on m'avait expliqué que j'avais peut-être un petit problème avec la société à un moment donné, que j'étais peut-être un peu trop rebelle. Ben, malheureusement, j'étais dans le bon et j'ai voulu faire confiance et ben, j'aurais mieux fait de continuer à me méfier. Voilà. Minute? Ouais, plusieurs. Qu'est-ce qui aujourd'hui te manque le plus? Je vais vous dire honnêtement, j'ai surtout peur pour ma santé et j'ai peur de malheureusement décéder, enfin, de ne pas tenir aussi longtemps que ce que j'aurais dû tenir normalement. Ça, c'est ce qui me manque le plus. Non, sinon je suis assez fort psychologiquement parlant quand même, donc je me débrouille et quelque part, je pense qu'il y a une rage qui me fait tenir aussi. Je pense que c'est un combat et que c'est une mission. Je vais vous dire honnêtement, j'aborde des gens dans la rue pour leur expliquer ce qui se passe. Quand je croise des gamins, je vais me chercher une glace en été au magasin. Les gamins qui servent, je leur explique. J'essaie d'alerter partout, depuis 4 ans. Je ne fais que ça. Et est-ce que par rapport à ça, on a essayé un peu de te mettre à l'écart, de mettre des pressions, de manière un peu... Non. Et ça, ils doivent pas essayer parce que ça va très très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Qu'ils n'essayent pas de me faire taire parce que oui, bon, ben, s'ils me butent, ils me butent. Mais je me laisserai pas faire. Voilà. Est-ce que tu auras un message à adresser aux autorités de santé, aux décisionnaires? Écoutez, reconnaissez les effets secondaires, indemnisez-les avec conséquence. Et puis sinon, de toute façon, si ça s'arrange pas, un jour, il y a des dossiers qui sortiront. De toute façon, les dossiers, ils sont sortis déjà. Ils sont en bonne main. Donc, s'il m'arrive quelque chose, si on m'emmerde, ou si ça sort pas, ben, ça sortira. Voilà. Et c'est partout dans le monde, c'est déjà aux États-Unis. Donc, dans l'équipe de Kennedy. Je vais prendre une dernière, concernant comment on peut t'aider. Justement, tu parlais un petit peu on va dire du poids financier que tout ça t'a causé. Tu as beaucoup perdu à ce niveau-là. Ouais, ça c'est clair. Est-ce que tu as déjà entamé des démarches pour être aidé? On a parlé tout à l'heure de l'Omnium avec Marc. Est-ce que tu as essayé L'Omnium, c'est relativement compliqué. En plus, les montants sont ridicules. Et en plus, il y a c'était que si vous avez certaines procédures et que vous acceptez notamment l'avis de l'Omnium, vous pouvez pas entamer d'autres choses. Comme j'ai des procédures judiciaires en cours, j'ai déposé 5 plaintes. Moi, je les ai déposées. Pourquoi? Parce que je voulais que ce soit acté. Ces plaintes sont là, elles restent ouvertes. Là-dedans, il y a une plainte pour crime contre l'humanité avec le rapport de Jean-Marc Sabatier qui est joint à cette plainte. Donc, je vous dis, j'ai nommé certaines personnes dans ces plaintes. Elles sont là, elles sont existantes. Alors, ils vont peut-être les classer ou pas, mais elles ont le mérite de continuer à exister. Je suis aussi dans la plainte, je suis partie civile contre avec Frédéric Baldan contre von der Leyen et Pfizer à Liège. C'est des choses qui ne sont pas encore tout à fait clôturées et je compte continuer à me battre. Donc ça, c'est heureusement des associations qui payent parce que sinon, au niveau des avocats, moi, toutes mes économies sont parties. J'avais vendu mes assurances vie parce que ça aussi, c'est un autre domaine, mais j'ai plus aucune confiance dans ces gens-là non plus. Et mon argent est parti dans les avocats, malheureusement. Donc j'ai plus d'économie et puis voilà. Voilà. Dernière question. Ok. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais qu'on te pose et qu'on aurait oublié de poser? Pas spécialement. Je pense qu'il faut surtout alerter les citoyens et essayer dans la mesure du possible de les renvoyer vers des médecins qui alertent sur ces effets secondaires, les symptômes de ces effets secondaires, pour que les gens fassent le lien dans leur famille et pour que les États aient un maximum de citoyens qui s'opposent à eux et ce qui nous permettra de faire un levier parce qu'en fait, si tout le monde dit non à tout, tout s'arrête. Ok, ça va être le bordel pendant un certain temps, mais on doit dire non à tout. Et on doit les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire et on doit saboter de manière à essayer le plus possible de les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Donc on doit dire non à tout. Si on dit non, si tout le monde dit non, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est dans la non-violence. Voilà. Après, c'est un autre sujet. C'est vrai que c'est important de préciser, sinon on peut être accusé d'incitation à la haine ou à la violence. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Voilà. Merci les gars. Merci beaucoup et merci à Nexus.